simple. Quand moi, je me rappelle quand j'ai eu mon fils et que mon mari devrait partir après quand il devrait rentrer, moi j'avais l'impression que waouh, j'ai paniqué. Je me rappelle, j'ai même pleuré parce que je me suis dit mais comment je vais faire? Je me sentais pas capable de m'occuper tout seul. C'est ça. Non mais right, spot on parce que c'est exactement mon vécu. Je donne un exemple. J'ai dû m'arrêter à travailler parce que mon fils, il est né en fait avec une insuffisance digestive et il fallait que je m'en occupe. Il fallait qu'il soit là pour lui. Et ça a justement abandonné ma carrière professionnelle pour ça, ou abandonné même ma carrière, même avant, quand j'ai commencé à avoir justement mon parcours de fertilité et compagnie. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Moi c'est Laurine. Sur cette chaîne on partage nos expériences, on partage nos astuces. Le but étant de nous aider mutuellement. J'ai créé cette chaîne YouTube parce que je voulais que nous femmes puissions partager nos expériences mais aussi nos astuces, nos parcours de vie, nos échecs, nos réussites. C'est dans ce sens-là que je reçois aujourd'hui Dana. C'est pas la première fois que Dana nous rend visite sur cette chaîne. C'est une femme que j'apprécie beaucoup et ensemble nous allons échanger. Nous allons échanger sur plusieurs points. On va parler maternité, estime de soi, éducation des enfants. Le but c'est que chacun de nous puisse puiser quelque chose, que chacun puisse retenir, puisse apprendre, puisse avoir quelque chose de mon échange avec Dana. Dana va partager aujourd'hui son expérience de femme, son expérience de maternité, comment elle a vécu sa maternité. Moi aussi je vais partager avec vous sur cette chaîne. On ne fait pas d'interview, on parle, on discute entre copines et on vous amène avec nous dans nos discussions. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Tout attendant, c'est ensemble que nous allons grandir. Donc abonne-toi, partage cette vidéo avec tes proches. Il y a forcément une femme qui va être édifiée par nos échanges aujourd'hui avec Dana. Bienvenue sur ma chaîne. Et nous sommes de retour, enfin. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec mon amie Laurine, qui est une maman, est une entrepreneuse, est une femme formidable qui a sa propre chaîne YouTube et dans laquelle on en discute surtout sur les mamans, sur les besoins des mamans, sur les besoins des femmes, sur toutes les choses qu'on doit entamer dans son vie des femmes, autant quand on est jeune comme quand on est adulte et qu'on décide de se marier, faire des enfants et compagnie. Donc le sujet de la journée, ça va être les regards de la société envers les femmes et surtout envers les femmes qui travaillent et la maternité. Et donc, c'est pas un sujet facile, effectivement. Je pense que c'est un sujet très, très intéressant, que ça fait longtemps qu'on voulait l'aborder, autant Laurine que moi, parce que nous sommes toutes les deux, justement, mamans, mariées, et surtout des femmes qui entreprennent. Donc, nous sommes des entrepreneuses toutes les deux. Et donc, ça, c'est, pour la petite histoire, ça se fait de manière très, très naturelle. Très spontanée. Très, très spontanée. Et on était en train de courir et faire du sport un matin et on a commencé justement à discuter du sujet. Et on a commencé à comparer nos vécus, justement, autant dans la vie d'entreprise comme dans la vie, justement, d'entrepreneuriat. Et c'est en discutant qu'on s'est dit, c'est peut-être un sujet qui peut intéresser beaucoup de gens. Et on a essayé justement de réaliser ces lives aujourd'hui. Donc, bienvenue dans ces lives. Et donc, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Les sujets, justement, c'est les regards de la société envers les femmes. Et les femmes, on se sent parfois jugées, tout simplement, dans nos choix de vie, peu importe nos choix. Donc, en tout cas, c'est quelque chose que moi, j'ai ressenti autant dans ma jeunesse quand j'avais 20 ans, comme maintenant que j'ai 40. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été difficile à entamer parce que dans mon vécu, je me suis rendu compte que très souvent, pas forcément toujours, mais très souvent, cette fait justement d'être jugée,
ça faisait justement mon besoin de plaire et mon besoin justement d'aller dans l'essence de ce que les gens attendaient de moi. D'accord, ça t'est poussé à vouloir plaire aux gens et t'oublier. Et m'oublier un peu moi, oublier un peu mes besoins, oublier un peu mes envies aussi. Et autant en étant en entreprise comme en étant en entrepreneuriat. Et ça, c'est un sujet justement que l'on discutera après. Les remarques que j'ai pu avoir justement dans ma vie professionnelle maintenant en tant que chef d'entreprise et sur le fait de est-ce que j'ai le droit d'être une femme qui a plusieurs facettes ou est-ce que je dois forcément rentrer dans les moules et faire quelque chose qui est facile aux gens de comprendre. Donc là où je veux en venir, parce que c'est vrai que je tourne au rond autour du pot, c'est que j'ai appris à être en paix et à être à l'aise avec le fait que les gens ne comprennent pas forcément ma démarche. Et que ma démarche soit en contre de ce qui est pour eux parfait ou souhaitable pour moi. Et ça commence depuis la famille jusqu'à ton environnement de travail. Mon apprentissage, en tout cas à moi, ça a été de me dire, en fait, il faut que j'apprenne à être à l'aise avec le fait que je ne vais pas plaire à tout le monde et que tout le monde ne va pas comprendre ma position ou ma démarche. Et au moment justement où j'ai commencé à être à l'aise, c'était hyper dur pour moi. En étant quelqu'un qui à la base voulait toujours plaire et faire aller dans les sens des autres justement pour éviter d'avoir, on va dire, entre guillemets, des soucis. Ça a été un gros travail sur moi. Ça a été un gros travail parfois mais dire en fait aux gens stop, tout simplement. Et pour leur mettre une barrière pour dire en fait ça c'est ma limite et tu as dépassé ma limite donc au revoir. Et c'est, pour moi en tout cas, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre ça et accepter ça aussi, accepter que tout le monde, que je n'ai pas plaire à tout le monde et que les gens en fait, que je les veuille ou pas, peu importe ce que je ferai, de toute manière ils auront quelque chose à dire. Et donc là maintenant, c'est pas que je m'en fous de la vie des sociétés, non, mais j'essaie tout simplement de dire ok, si la personne n'est pas d'accord avec moi, tout simplement cette personne n'a pas à être dans ma vie. Aussi simple que ça. Et donc, du coup, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de paix dans mon cœur, j'ai dit au revoir. Et je préfère marcher et me sortir de cette situation qu'essayer en fait de continuer à faire des efforts qui me blessent plus, moi en tout cas, qui me donnent une fausse impression de moi-même. Parce qu'en fait, je me mets en question vis-à-vis justement de ce que l'autre va penser de moi et pas forcément de mes besoins ou de mes envies. Et je trouve qu'une des choses justement qui passe beaucoup dans la maternité, c'est ça, c'est l'effet qu'on s'oublie. On oublie parce qu'on s'oublie, on a un bébé, on est responsable d'une vie, parfois, la première fois qu'on est maman, on ne sait pas comment ça se passe. On est responsable d'un petit être qui est fragile. Et nous aussi, on est fragile au niveau hormonal, au niveau psychique, et il faut s'adapter à tout ça. Et c'est encore pire parce que justement, si j'ai bien compris justement ton expérience, mais je te laisserai partager, pour toi, ça a été aussi un cap dans ta vie. En fait, moi, en étant jeune, en fait, je ne me suis pas interrogée sur le fait que j'étais une femme, et pourtant je viens d'une culture où il y a une très grande différence. Il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai que je ne me suis pas posé la question. Je me suis toujours sentie bien dans mon rôle de femme. Je me suis sentie en accord avec moi-même, avec mes ambitions, avec ce que j'étais, avec ce que je voulais être. Vraiment, j'étais en accord. Et après, c'est quand j'ai commencé à travailler que j'ai compris. Pour la petite histoire, je fais un parcours assez masculin. J'étais souvent dans la classe, que ce soit à l'université ou même après l'entreprise où j'étais la seule femme de l'équipe. Et je me suis toujours sentie bien, je me suis toujours sentie à ma place. En fait, je ne me suis jamais interrogée sur pourquoi je suis là, est-ce que c'était vraiment là où je devrais être. Non, je me suis toujours sentie bien. Et quand je suis tombée enceinte pour mon premier enfant, là, j'ai commencé à m'interroger. En fait, les regards des gens m'ont poussée à m'interroger. En fait, quand j'ai annoncé, et je pense qu'il y a plusieurs femmes qui vivent la même chose, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Les gens, on partage pas, les femmes ne partagent pas leur expérience
Et quand on vit cette expérience, on a l'impression que ça nous tombe dessus et on s'interroge sur est-ce que les autres vivent la même chose que moi. Et c'est même pour cela que moi et Dana, on s'est dit, bah, on va en parler. On va en parler, comme Dana le disait, on se promenait, on faisait notre sport quotidien. Et on a commencé à discuter de ces sujets et on s'est dit, tiens, et si d'autres femmes vivaient la même chose que nous? Et moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vivent la même chose que nous. Parce qu'en parlant avec d'autres mamans, je me rends compte qu'au fait, il y a de plus en plus de femmes qui vivent la même chose, mais on n'en parle pas. Bien que maintenant, c'est encore un sujet tabou. tabou. Mais on sent que c'est tabou. Et moi, ça m'est tombé dessus et ça a été difficile. Ça a été très difficile parce que je m'y attendais pas. J'étais dans une entreprise où je m'épanouissais, je me sentais bien à ma place. Et là, je tombe enceinte. Et donc, quand je tombe enceinte, bah, j'annonce à mon patron que je suis enceinte. Et là, je vois que les regards changent. Ça a été vraiment la première fois où tu t'es confrontée à ça. Oui, parce qu'en fait, ça remet tout en question. Tous tes choix, tous tes choix de vie, toutes questions. Bah, écoute, c'est marrant que tu dis ça parce qu'effectivement, là, je me reconnais beaucoup en ce que tu dis. Et effectivement, moi, quand j'étais jeune, je ne sais pas, tu me diras si j'ai tort ou pas. Et dans cette société, justement, on parle justement des égalité homme-femme et donc l'effet qu'une femme justement peut réussir dans la vie professionnelle autant qu'un homme. Et donc du coup on fait des études et on va justement en entreprise et on essaie justement d'avoir une belle carrière professionnelle. C'est tout ce qui nous intéresse en tout cas à 20 ans. En tout cas c'était mon cas. Si on entend, t'écoutant toi, je me rends compte que c'est aussi ton cas. Et donc c'est vrai qu'on est poussé justement à avoir une belle carrière professionnelle, à pousser de plus en plus justement la vie des familles et la vie justement et devenir mère. Parce que c'est vrai que les premiers cas, on va dire, c'est quand on se marie, mais encore, on est en entreprise, on peut continuer à travailler, on travaille toujours les 12 heures, 14 heures par jour qu'on demande. En tout cas, moi, mon métier aussi, c'était un métier très masculin et j'étais cadre, donc je comptais pas mes soeurs et j'ai passé beaucoup de temps à voyager, chose qui est complètement pas compatible justement avec une vie de famille. Pourtant, ça fait longtemps que j'étais en couple avec le même homme, j'ai épousé le même homme, mais ça a continué de cette manière, c'est-à-dire que j'ai voyagé beaucoup, j'avais beaucoup de réunions et j'ai progressé justement dans ma carrière professionnelle. Et c'est pour ça justement que j'ai repoussé la maternité. La maternité, moi, ma maternité est arrivée à mon âge pour plusieurs raisons. Mais une des raisons aussi, ça a été le fait que je l'ai repoussé parce que ma carrière professionnelle était plus importante. Et c'est pour ça justement que je suis tombée enceinte à 36 ans. Donc, en fait, moi, la différence a été que j'ai été naïve, au fait. Et en même temps, je me dis que c'est une bonne chose parce que je l'aurais su, je l'aurais repoussé. Mais au fait, je ne me suis pas posé la question dans ce sens-là. Je me suis dit, je peux être... travailler, je peux être cadre dans mon entreprise. Tu peux tout faire. Tout en étant maman. Voilà, pour moi, ce n'était pas incompatible. C'est une évidence. Voilà, c'était pour moi une évidence. Et je ne me suis même pas posé la question sur le fait que je ne pouvais pas faire le deux. Pour moi, je pouvais faire le deux. Et quand j'étais enceinte, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'est tout naïvement, en étant contente que j'ai annoncé, quoi, je suis enceinte, en croyant que tout le monde sait. Voilà. Pour moi, c'était vraiment une bonne nouvelle. Ouais. Et quand j'ai vu les visages qui s'étaient composés, j'ai compris au fait que non, ce n'était pas une bonne nouvelle. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas que le visage qui se décompose, c'est aussi l'attitude au centre de l'entreprise qui change en fait envers toi. Enfin, que tu annonces que tu es enceinte, en fait, je suis désolée de le dire de cette manière aussi abrupte, mais tu es un peu une bonne à rien. En fait, tu vas devenir maman, tu ne peux plus travailler les sorties. En même temps, ce n'est pas... Je ne sais pas si c'est les termes. Par exemple, moi, quand je suis enceinte pour ma première fois, je devrais adapter au fait mon rythme de vie. Je ne pouvais plus vivre de la même façon. Moi, j'ai travaillé dans l'ingénierie, j'avais des projets un peu partout. Il fallait me déplacer pour aller voir l'avancement de mes projets. J'étais tout le temps en déplacement et je ne pouvais plus faire ça. Je me rappelle, au bout des 5e mois de grossesse, ma sage-femme m'a interdit de faire ça. Donc, il fallait que l'entreprise s'adapte à ce que Laurie ne pouvait plus se déplacer. Et aussi, au bout de 1 mois, j'avais des nausées, je me sentais pas bien, j'avais la tête qui tournait, donc je n'étais plus aussi flexible, je ne pouvais plus être aussi performante que j'étais avant. Et quand j'étais maman,
on va en parler, mais aussi il fallait adapter, tu vois, il fallait adapter. Non, je ne pouvais plus être disponible comme je l'étais avant. Et c'est là où, peut-être on va en parler après, et c'est là où je trouve notre société bizarre parce qu'il n'y a rien qui est mis en place, au fait, dans les entreprises, pour permettre, pour accompagner ces femmes-là, justement, à avoir cette transition. Oui, cette transition. Ben, écoute, c'est marrant justement, et les vécu, parce que moi, comme tu l'as compris, c'est pas du tout le cas. Moi, justement, j'avais repoussé ma maternité parce que j'étais persuadée que mon travail n'était pas compatible. Moi, j'ai passé mon temps en avion, des continents à continent. Donc, c'était vraiment incompatible déjà d'être enceinte, sans parler d'avoir un bébé, que j'ai bébé justement à mener en avion tous les mois, 3 semaines. Donc, c'était je savais en fait. Donc finalement, j'ai essayé aussi parce que j'avais ces besoins en fait de réussir professionnellement, d'échanger justement mon orientation. Donc j'ai arrêté justement de faire du business développement des continents et des pays et je me suis mise à faire plus de business et développement, mais dans un seul endroit, dans un univers de luxe. Donc du coup, c'est une autre démarche aussi que j'ai entamé et que j'ai pensé et réfléchi justement à entamer, justement pour me donner la possibilité d'avoir cette vie de famille. Bon, après, il y a eu des problèmes de fertilité, on les sait tous. C'est pas caché sur mon Instagram, vous le savez, que Nathanaël est un petit miracle. Mais en tout cas, ça a fait que j'ai eu toujours cette pensée de moi, je voulais comme toi, je pensais que je pouvais tout avoir. Et je considère en fait que c'est bien en fait. Je considère que c'est un bon état d'esprit, une femme qui se dit je peux tout avoir. Et moi, ce qui m'inquiète actuellement, et c'est la discussion qu'on avait eue pendant qu'on faisait du sport toutes les deux, c'est que maintenant, je vois de plus en plus cette génération féminine qui a fait un peu comme moi, c'est-à-dire qui repousse la maternité, qui repousse les mariages parce qu'ils donnent priorité justement à la vie professionnelle. Et moi, j'ai eu la chance, on va dire, la chance, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de petits copains. Moi, j'en ai eu un seul, je me suis alignée avec celui-là et c'est bon. Et donc, du coup, c'était plus facile pour moi justement de m'organiser pour mon avenir. Je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup justement s'organiser vers l'avenir. Et ça a été fait de cette manière. Après, effectivement, j'ai vécu, comme tu l'as dit, ces mêmes jugements. Et c'est marrant parce que pendant toute notre vie, des jeunes filles, on nous dit réussir professionnellement. Quand on arrive justement à la réussite professionnellement, on nous dit tout de suite, on est jugé, on nous dit il faut trouver un petit copain et se marier parce qu'en fait, à 30 ans, il faut se marier. Ça veut dire, en fait, pourquoi t'es vieille fille, en fait? Donc, marie-toi, t'as gâché ta vie, en gros. Alors qu'on t'a toujours imposé, on a toujours mis dans la tête qu'il fallait réussir professionnellement. Quand tu réussis professionnellement et que tu es au top de ta carrière professionnelle, et c'est entre 25 et 30 ans, on te dit, en fait, t'es une vieille fille, pourquoi tu te maries pas? Bientôt, tu pourras plus faire des enfants. C'est ça, hein? Et une fois, justement, que finalement, on a la chance, on va dire, comme moi, parce que je suis restée avec le même homme qui m'a supportée, et tu te maries, et tu fécondes l'enfant. Et tu fais qu'on l'enfant, mais personne ne te prépare en fait à l'enfant. Personne ne te prépare au changement physique, psychique, environnemental. Parce qu'une fois qu'on a l'enfant, une fois qu'on s'est marié, déjà on commence à penser à acheter. Une fois qu'on a acheté, il faut acheter assez grand pour avoir la place pour les petits enfants. Et une fois qu'on a la place pour les petits enfants, en fait, c'est pas assez de place finalement pour les petits enfants, il faut avoir encore plus grand. Et il y a toujours cette pression. Et moi, je me suis retrouvée, et je reviens sur ce que j'ai dit au début, que peu importe ce que j'ai fait, de toute manière, j'ai été jugée. De toute manière, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et c'est là, justement, où j'ai dû changer ma vision de moi-même et commencer à être à l'aise en faisant quelque chose que je savais qui n'allait pas plaire. Mais qui te plaisait. Mais même pas forcément qui me plaisait, qui m'a arrangé parce que ça s'adaptait à mes besoins, à ces moments de ma vie. Et parfois, c'est ça aussi. Parfois, on pense qu'on peut aller dans la vie et on parle beaucoup justement en développement personnel, de faire ce qui te plaît et fait t'avoir parlé. Et c'est pas parfois une question de laisser t'avoir parlé ou de faire ce qui te plaît, c'est de faire ce qui est nécessaire. C'est même ça. À ces moments de ta vie, justement, pour avoir une vision, parce que c'est important. Ce qui est important ici, c'est la vision à long terme, pour arriver à ta vision à long terme. Et il y a des choses qu'on doit faire à mon précis, même si on n'aime pas les faire,
tout simplement pour arriver, se donner les moyens et arriver à avoir les armes, mais justement pour arriver là où on veut arriver. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Là, non, il y a mais une c'est très sorte de important sujet. parce que là, tu sais, c'est très important ce que tu dis. Parce qu'en fait, tu dis, à une femme qui rencontre ce genre de choses, le plus important, c'est de faire ce qui est nécessaire pour toi. C'est que tu vois qui correspond à ton ta besoin. vision. Et oui, et Voilà. complètement aux besoins actuels. Parce que Et ce qui te plaît n'est pas forcément nécessaire. C'est très important ce que tu veux dire. c'est hyper important, je trouve aussi, parce que parfois on n'a pas le choix, tout simplement. Parfois on a des moments dans la vie, et là je peux donner un exemple. J'ai dû m'arrêter de travailler parce que mon fils, il est né en fait avec une insuffisance digestive, et il fallait que je m'en occupe. Il fallait qu'il soit là pour lui. Et ça a justement abandonné ma carrière professionnelle pour ça, ou abandonner même ma carrière, même avant, quand j'ai commencé à avoir justement mon parcours de fertilité et compagnie. Et ça, c'est un autre discours, ça c'est un autre sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui passent aussi par l'in vitro et par l'assistance de fertilité. Et donc, mais en tout cas, ce qui est marrant, et c'est le sujet de la journée, c'est comment on passe tout ça inconsciemment, on le vit, on l'absorbe, on réagit en conséquence de tout ça. Et c'est un moment, comme moi, c'était justement mes 40 ans, où on se réveille et on se rend compte en fait de tout, de toute l'injustice, de tout ce qu'on a dû vivre, de tous les efforts qu'on a fait, et que finalement c'est des efforts un peu jetés à l'eau. Parce que malheureusement, et la société, elle nous donne en fait des signes contradictoires. Et donc quand elle nous donne des signes contradictoires, c'est vrai que nous, en essayant justement de faire ce qu'on nous demande, ce qu'on attend de nous, bah, c'est là où on se perd. Et c'est justement la discussion qu'on a eue. D'où l'importance de faire ce qui est important pour nous. Et ce qui est nécessaire, même si on ne l'aime pas. Ce qui est nécessaire pour nous, selon la vision qu'on a de notre vie. De notre vie. Et il y a personne qui peut choisir notre vie à notre place. En fait, il y a papa, maman, grand-mère, les oncles, les tantes, les cousines, les sœurs et les frères. Ils veulent nous aider, mais la seule chose qu'on reçoit en fait de l'extérieur à nous, c'est leur image, leur vision, leur envie. Mais est-ce qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment? Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ces réflexions. Je pense que, je ne sais pas, c'est peut-être que moi, je ne peux que partager vis-à-vis de mon vécu. Mais est-ce qu'on se pose vraiment la question de ce qu'on veut, ou est-ce qu'on est simplement en train de suivre une ligne de conduite qui nous a été inculquée de notre plus jeune âge? Et donc tous les petits garçons sont élevés un peu comme il faut être les chevaliers au cheval blanc, et on n'a pas le droit de pleurer, de montrer ses sentiments parce qu'on est des garçons, on n'est pas des filles. Et toutes les filles, en fait, les filles n'ont pas le droit d'être colériques, et elles doivent être soumises et douces et fragiles, parce qu'il faut que les chevaliers au cheval blanc viennent les sauver. Donc c'est pas parce que maman et papa ont envie d'avoir des petits enfants qu'une femme doit épouser le premier venu et faire des enfants tout de suite. Et non, je suis désolée. Non, maman, papa, vous avez fait vos enfants, vous avez la chance avec moi, et maintenant c'est mes choix. Je vois beaucoup de femmes justement de presque 40 ans, sans enfants, sans mari. Et ils les vivent très mal. Ils les vivent, genre, c'est un échec dans leur vie parce que j'ai pas réussi justement à trouver un homme avec qui veut m'épouser et justement à faire une famille. Et là, j'ai envie de vous dire, les filles, non, si c'est votre choix vraiment, même si c'est pas votre choix, mais que vous vous retrouvez dans cette situation par les choix que vous avez fait avant, c'est-à-dire essayant de trouver les princes charmants qui n'existaient pas, je suis désolée. Et c'est là justement où j'entends beaucoup de femmes qui disent, mais en fait, j'ai pas eu le choix, c'est moi j'avais trouvé un homme parfait. Sauf que l'homme parfait, ça n'existait pas, les filles. Je suis désolée. La première, je ne suis pas la femme parfaite non plus. beaucoup de défauts. Mais il faut, en fait, une relation aussi, ça s'est construit. Et c'est l'envie, en fait, de construire plus que l'envie, dans un moment donné, de tout jeter à l'eau, tout simplement parce qu'on s'est engueulé avec son petit copain ou sa petite copine. Je suis très difficile à ce que je suis en train de dire, ça peut choquer beaucoup de monde, mais effectivement, personne n'est parfaite. Et une chose qui est très importante, que j'aimerais partager avec vous, parce que ça a été mon vécu personnel, et c'était quand même une partie où j'ai énormément évolué, c'est le fait la dernière fois, on était en train de parler
l'amour propre, donc du self-love. Et je pense maintenant, je suis persuadée que pour aimer, il faut s'aimer soi-même. Ah bah, il est impossible de donner ce qu'on n'a pas. C'est ce qu'on n'a pas. Tu sais, quand on voyage, ça c'est quelque chose de très important. La première fois que j'ai voyagé avec mon enfant, mon premier enfant, il avait, je sais pas, il avait peut-être 6 mois. Et donc dans l'avion, il y a l'hôtesse qui s'approche de nous et qui nous dit les gestes de secours. Donc moi j'avais mon enfant sur moi et dit vous vous attachez d'abord et après vous attachez votre enfant. Et si pendant le vol on a besoin de mettre le masque, madame, vous mettez d'abord votre masque et après vous mettez le masque de votre enfant. Et moi j'ai dit, moi dans ma tête je me disais non, je mets d'abord le masque de mon enfant et après je mets mon masque. Elle m'a dit non, vous mettez d'abord votre masque et après le masque de votre enfant. Et je trouve ça en fait ça devrait s'appliquer dans notre vie maternelle. Si on n'a pas, déjà, si moi je ne respire pas, je ne peux pas m'occuper de mon enfant. Il va falloir déjà que j'ai cet oxygène pour pouvoir m'occuper de mon enfant. Et souvent, on a tendance à vouloir donner l'amour qu'on n'a pas. Qu'on n'en a pas. Déjà, on doit d'abord s'aimer nous, s'occuper de nous, et après on pourra s'occuper de l'autre. Et là, ça va dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, et dans le domaine de couple, dans la maternité. Et surtout dans la maternité, souvent nous les mamans on a tendance à s'oublier pour s'occuper de nos enfants. Et là moi-même je l'ai fait et je me suis très vite rendu compte que ce n'était pas nécessaire. On doit pouvoir faire, comme tu le disais, ce qui est nécessaire pour nous. Est-ce que le fait que tu as 35 ans, 40 ans sans être marié, sans avoir un mari, est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça peut être un choix, mais ça peut être aussi quelque chose qui est arrivé parce que tu n'as pas trouvé la bonne personne. Mais dans tous les cas... Mais c'est là la question justement. Est-ce que la bonne personne, c'est justement cette image qu'on a dans notre tête des jeunes filles, parce que la plupart du temps c'est ça, c'est l'image justement, on cherche un partenaire qui correspond aux attentes des mamans et des papas, bien sûr, parce que sinon on sait que ça va faire un choc des familles et ça va pas marcher et on a envie en fait justement, on est toujours à vouloir plaire, à vouloir continuer le cheminement que les autres ont choisi pour nous et pas forcément ce qui est bien pour nous. Et donc, quelque part, justement, c'est là où on a tendance, justement, à s'oublier, à oublier son amour propre et ce qu'on veut dans la vie pour s'accommoder à ce que la société nous demande. Et quand je parle de société, je parle des personnes qui sont externes à nous-mêmes. Parce que c'est tout un entourage. C'est pas forcément que la famille, c'est, on avait dit, travail, enfants, etc. Parfois aussi, nos enfants, ils ont des soins et donc des attentes de leurs parents et on ne se rend pas compte, et parfois les enfants aussi, que nous-mêmes, hein, on essaie de se retrouver. C'est pour ça que c'est hyper important de pas de mettre des blame, comment se dit blame en français, de la culpabilité sur les petits, non? Mais communiquer aussi, communiquer, dire maman et papa, on n'est pas parfait, on commet aussi des erreurs et on est là pour toi. Mais effectivement, il y a des moments où maman a besoin de calme. Donc moi, j'ai besoin que tu m'aides avec ça, j'ai besoin que tu sois calme, comme ça maman peut avoir un moment de calme. Et c'est vrai que pour une maman, c'est très très dur de dire ça à son enfant. L'ayant expérimenté moi-même, je ne sais pas toi, de dire à ton enfant en fait, s'il te plaît, arrête-toi parce que j'ai besoin de calme, en sachant qu'il va peut-être pas le faire. C'est très dur parce qu'on a tendance à dire ok, c'est pas grave, je suis sa maman et je dois accepter. Et on accepte le moment et je trouve que ça aussi, c'est la création du caractère du petit. C'est de savoir qu'il comprenne en fait déjà avec ses parents et surtout avec sa maman, parce qu'il a un lien particulier, surtout quand ils sont petits avec la maman, et un lien beaucoup plus fort. Et ça peut être aussi avec le papa d'ailleurs, c'est vraiment ça. Et de lui dire, de lui expliquer, écoute, là j'ai besoin de temps pour moi. Et ça, je pense qu'une fois qu'on l'établit dans sa psychologie infantile, qu'il comprenne en fait que tout n'est pas pour lui et tout n'est pas du tout de suite pour lui, ça l'aidera aussi, à mon avis, je ne sais pas, j'ai peut-être tort, s'il y a un psychologue ici, s'il vous plaît, manifestez-vous, à créer aussi, à savoir à connaître ses limites vis-à-vis de ses camarades de classe quand il sera en communauté. Mais je pense même que c'est très important l'amour de soi, on parlait tout de suite de l'amour de soi, c'est de savoir fixer des limites aux autres. Ouais. De savoir dire non. Souvent, on a peur de dire non. Oui, complètement. Et quand on devient maman, on doit apprendre
à dire non à nos enfants. C'est bien pour nous parce que c'est important, mais aussi ça apprend à nos enfants qu'ils ont le droit de dire non. Nos enfants doivent savoir dire non et c'est important de dire non, de mettre des barrières, de mettre des limites aux autres. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mon enfant, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Mais là, non. Souvent, je vois des vidéos ou même des photos sur YouTube, sur Instagram, partout, avec des mamans qui expliquent que la maternité, c'est quand tu vas aux toilettes et que tes enfants te suivent aux toilettes. Bah non. C'est des limites qu'on doit donner à nos enfants. Ah oui. Surtout que c'est la partie privée. Oui, ils doivent savoir que là, c'est non. Tu ne peux pas venir avec moi aux toilettes. Quand je vais aux toilettes, c'est un endroit où je dois être tout seul, mon enfant. Oui. Tu ne peux pas venir. Et ça fait partie, et justement, et c'est un excellent exemple parce que ça fait partie justement d'une éducation qui est très difficile de donner aux enfants, surtout à bas âge. À bas âge, c'est justement l'intimité. L'intimité, c'est quelque chose, étant donné maintenant que l'éducation nationale depuis 2017 a décidé que nos enfants doivent être scolarisés obligatoirement à partir de l'âge de 3 ans. À 3 ans, on est encore un bébé. On est encore un bébé en couche. Et ok, je sais qu'il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas, mais en tout cas, je sais qu'en France, on est un pays qui est quand même assez riche. Et donc, il y a encore des enfants à 3 ans qui sont en couche. Donc, c'est encore des bébés qui ne savent pas à peine parler. Et encore. Et je pense que c'est hyper important. Je dis pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est hyper important qu'ils comprennent son individualité. Et son intimité dans le sens où personne ne touche, personne fait partie en fait de mon espace personnel et intrapersonnel et aussi sociétal. Et on va parler de ça, c'est plus actuel. Ouais, c'est vrai que là on a parlé vraiment de beaucoup de choses. On a parlé de la place, le fait de devenir maternité, les regards de notre société sur la maternité. Mais s'il fallait synthétiser, en fait, si j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Parle-en, et le but de cette chaîne, en fait, c'est de partager. Un endroit où on peut partager nos expériences. Le but, c'était de nous aider parce que j'ai l'impression que la transmission se perd. On ne se transmet plus, surtout entre les âges, la transmission intergénérationnelle. Avant, moi, je suis d'origine africaine. En Afrique, les grands-mères, les tantes, les mamans avaient un moment où on pouvait partager, tirer ses veilles, de parler de comment elle avait accouché, comment elle s'occupait de sa vie. On avait vraiment des moments où on partageait. Et là, ça ne s'est fait plus. On ne partage plus. Et je trouve que, et ça c'est à la base de beaucoup de frustrations et des problèmes qu'on peut rencontrer quand on devient maman. En fait, on a l'impression qu'on découvre. Tout à fait. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau et pourtant, à côté de toi, il y a ta voisine qui a 2-3 enfants, il y a ta mère qui a 2-3 enfants, il y a ta soeur. Mais quand ça t'arrive, tu as l'impression que tu découvres. Mais ça, c'est quelque chose qui devrait nous interroger. Ça veut dire au fait qu'on ne partage plus nos expériences. Et pourquoi on ne partage plus nos expériences? Parce qu'on est plus en communauté. En fait, c'est quelque chose, j'adore parce que c'est vraiment dans les livres du sujet. Historiquement parlant, et toutes les anciennes sociétés, on va dire dans les continents africains et dans les continents sud-américains ou latino-américains. Et la tradition, justement, c'était qu'on élevait nos enfants en communauté. On a besoin d'un village pour élever un enfant. Voilà. C'est ça le proverbe africain, je le connais aussi. On a le même en Amérique latine. Donc, quand je parle de l'Amérique latine, je parle du Mexique jusqu'à l'Argentine. Et pas forcément, justement, c'est pour ça que je laisse un peu les côtés européens, parce que le côté historiquement en Europe, c'était il y a 2 siècles. Nous, on est encore dans des régions du monde qui sont un peu sous-développées, ont été sous-développées économiquement parlant, et c'est pour ça qu'il y a une certaine tradition des familles qui est restée. Donc, je parle justement de l'Afrique et je parle aussi de l'Amérique latine. Et donc, historiquement parlant, et c'est des pays justement où les rôles de l'homme, c'était justement les piliers économiques et financiers de la famille, c'est lui qui va travailler et qui va chercher l'argent, les providers. Et les rôles de la femme, c'était justement d'un côté maternité, on garde les enfants. Et c'est pour ça qu'à l'époque, les femmes restaient à la maison et s'occupaient des enfants. Mais la société, depuis les années 70, a changé. Même avant les années 50, surtout en Europe. Mais on va dire, je parle encore
l'Amérique latine et de l'Afrique, des pays qui sont un peu sous-développés et donc encore avec une mentalité sociale et structure complètement différente. Et donc, c'est vrai qu'au moment où la femme a commencé à intégrer le monde du travail, je ne dis pas que la femme n'a pas le droit d'entrer dans le monde du travail. Moi, je suis une femme qui travaille. D'ailleurs, 2 entrepreneuses qui employons des gens. Non, je parle en fait du moment où, au nom de cette égalité, on a abandonné un peu notre rôle naturel d'être maman et de rester à la maison avec nos enfants, avec nos mamans, avec nos tantes et justement avec tout ce village, élever cet enfant. On a perdu la transmission justement de la maternité. Et quand on perd la transmission de la maternité, c'est là justement où dans nos sociétés actuelles, on se retrouve à être enceinte pour la première fois, avoir un premier enfant et ne pas savoir comment s'occuper de cet enfant. Et on est en panique. Donc, bien évidemment, on a l'aide de nos mamans qui viennent, de nos belles-mères, de la grand-mère aussi parfois qui vient et qui nous aide. Mais c'est quelque chose qui se fait dans une très courte durée de temps. Or, élever un enfant jusqu'à l'âge d'1 an est extrêmement difficile et ça demande extrêmement de soi. Et c'est avant, justement, c'était plus facile. Et c'est pour ça le proverbe africain, qu'on a un village pour élever un enfant, c'est parce qu'au moment où la maman était fatiguée et dormait, c'est la grand-mère et après c'était la tante. Et du coup, l'enfant, il était entouré des femmes. Mais il y a aussi les trucs qui m'interrogeaient, c'était aussi la médicalisation de la société. Oui, la médicalisation ça fait partie justement, parce qu'il est dans une société moderne. Oui, en fait, les femmes, on a l'impression que, pourquoi je vais t'en parler? Parce que quand tu es enceinte, il y a la sage-femme, il y a plein de professionnels de santé qui sont autour de toi et on s'est dit inconsciemment que tu es déjà bien encadré. Donc, qu'est-ce que je vais t'apporter? Et du coup, il y a ça aussi. Donc, tu parles de la surmédicalisation. Oui, il y a la surmédicalisation de la maternité. La maternité est devenue trop médicalisée qu'on perd en fait ses liens sociaux. En fait, il y a tout qui est mis en place. Moi, quand j'étais enceinte, il y a la sage-femme, il y a plein de gens en fait. Si j'ai un problème, je peux poser, sauf que ces gens-là, il y a un limite, ils ne viennent plus. Une fois que tu as accouché, tu vas seule à la maison. Mais justement, peut-être qu'on devrait trouver autre chose qui remplace la famille, les amis, les voisins. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, justement. En fait, maintenant, avec les réseaux sociaux, de partager, que les gens, en fait, que une femme qui a un enfant aujourd'hui soit pas seule dans son coin à penser que c'est la seule à vivre certains moments. Et quand je parle de moments, je suis désolée pour les garçons qui sont là, mais quand les seins font mal parce qu'on a allaité, quand on perd du lait, quand il a les régorgements, c'est des moments où on est très, très, très seul. Non, des choses simples. Quand moi, je me rappelle quand j'ai eu mon fils et que mon mari devrait partir, déjà les congés. Les congés parentaux pour les hommes, c'est très donc court. après, quand il est rentré, moi j'avais l'impression que, waouh, j'ai paniqué. Je me rappelle, j'ai même pleuré parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Je me sentais pas capable de m'occuper tout seul. C'est ça. Non mais. Right, spot on parce que c'est exactement mon vécu. C'est exactement mon vécu. Moi, c'est pour ça que j'ai dit que mon mari Alexis, il a un fort caractère pour s'accrocher à moi, on va dire ça. Parce que moi, j'étais capable, il y a un boulot que j'ai pas le droit d'expliquer sur Instagram. Et je l'appelais à 3h d'après-midi, paniqué, il faut que tu rentres. Non. Et il devait laisser une salle de marché tout seul et venir en courant, paniqué, parce que j'étais en panique. J'étais en panique face à un bébé, en plus le mien, on avait des difficultés, mais j'étais paniquée et j'étais toute seule. Ma mère était en Colombie, moi j'étais à Londres, ma belle-mère était en France, et c'est vrai que toute seule à Londres, et il y avait des autres mamans, on avait créé un groupe de sites, donc je vous expliquerai ça ce que c'est après pour les anglo-saxons et surtout en Angleterre, et on se soutenait tout ça, mais en fait elle vivait la même chose, elle s'était aussi paniquée. Et donc, c'est déjà bien. Et même comme ça, elles étaient aussi dans leur catastrophe personnelle avec leurs enfants, qui avaient entre 2 mois et 1 mois de différence
en jour de naissance avec le mien. Et pourtant, il n'était pas capable de s'appeler parce qu'il savait justement que c'était aussi moi, celui qui appelait, c'était avec ses filles. Il disait, t'es où, j'ai besoin de toi. Et paniqué, hein, mais dans son panique totale. Et les pauvres hommes devaient justement venir en courant parce que s'ils ne venaient pas en courant, bien sûr, ils se engueulaient parce que je me sentais aussi abandonnée à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est très dur aussi dans le couple. C'est dur. C'est dur. Et puis, c'est un moment, on a l'impression, quand on regarde aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, ce que je peux dire à une jeune fille qui nous regarde, en fait, tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, des fois, c'est pas vrai. C'est complètement. Tu vas voir une femme qui est toute belle avec son bébé, tu as l'impression que tout va bien. Mais au fait, c'est juste. C'est juste faux parce que même les familles, tu as l'impression que tout roule, tout se passe bien. Au fait, ça te met la pression, une pression qui n'est pas forcément nécessaire. Au fait, l'accouchement, que ce soit pendant la période des grossesses, l'accouchement et juste après l'accouchement, c'est une période qui peut être difficile. Ce n'est pas rose, tout n'est pas beau, tout est bien, tout n'est pas... Voilà, il y a des moments vraiment difficiles. Moi, je me rappelle quand mon mari partait au travail, la première fois quand il est parti, j'ai pleuré parce que j'ai pas dormi la nuit, l'enfant se réveille toutes les 2 heures et moi être en mesure de prendre les relais, de m'occuper de lui, de faire un tété. Je me rappelle toute la journée, j'ai même pas pris de bain parce que j'avais peur de les faire tomber. Non, et en fait, il était paniqué qu'il s'étouffe avec la couverture oui. pendant que j'ai pris ma douche. Oui, moi aussi, j'ai même pas pris des douches pour moi parce que j'avais peur qu'il s'étouffe. En fait, j'avais peur de tout, j'avais peur de tout. Moi, j'ai pensé à ces scénarios parce qu'en plus, on devient parano. On devient parano. Mais ça, c'est normal. La PMI, moi, j'allais à la PMI tous les jours parce que j'avais peur qu'ils prennent pas du poids. J'avais peur c'est horrible. Non, mais c'est une pression. Alors, pour revenir en regardant tout ça, je dis pas, Laurie ne veut pas dire que la maternité c'est pas beau. Il y a des moments qui sont très très beaux et c'est là où on prend les photos et c'est les moments qu'on a envie de se rappeler. Il y a des moments où on est toute mince et qu'on a le petit ventre et ça c'est joli, ou alors non, mais on vit bien sa grossesse. Mais tout n'est pas couleur rose. Et il y a plus de moments de panique et de stress que des moments où on dit tout va bien. En fait, c'est ça, je pense, que tu as envie de transmettre aujourd'hui. Il ne faut pas se laisser. Aussi, le fait de dire que ça a été difficile, que ça a été horrible, ne veut pas dire qu'on n'aime pas son enfant. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'en parle pas parce qu'on a l'impression qu'on va nous juger. On a peur qu'on nous juge, qu'on dise de nous qu'on n'est pas une bonne mère, qu'on dise de nous qu'on n'est pas capable. Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, on peut dire et on peut être conscient, on peut être lucide et se dire que c'est difficile sans pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre enfant. Moi j'aime les enfants, mais aujourd'hui je peux vous dire que ça a été difficile, ce n'est pas une période... Il y a des moments où on est bien, on est content. La dernière fois j'ai raconté... c'est la vie, avec ma copine, quand mon fils se réveille le matin et qu'il vient me voir et me dit « Oh maman, t'es belle, t'es jolie ». Tu vois, c'est un moment... C'est un moment précieux, on est content, mais c'est un moment vraiment... Oui. Mais à côté de ça, il y a aussi des moments difficiles et ça continue. Et ça fait partie de la maternité. Et ne parlons pas quand ils sont malades. Parce que quand ils sont malades, c'est sympa. Ah là là, ça c'est vraiment moments des pas roses du tout, je suis désolée. Il n'y a aucune femme qui peut me dire vraiment non, moi je suis super contente quand mon enfant est malade et qu'il ne dort pas toute la nuit. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense, hein. Surtout les premières années où ils doivent justement renforcer leur système immunitaire et donc ils tombent malades. Si c'est pas par les vaccins, c'est par un petit rhume et ils prennent beaucoup de petits rhumes, je suis désolée. C'est un mythe des enfants qui sont pas enrhumés en hiver. C'est un mythe, ils sont toujours, même avec tous les vaccins, enrhumés en automne-hiver. C'est comme nous d'ailleurs, et c'est des petits êtres. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que en revenant sur les entreprises, si moi j'aimerais bien, je ne sais pas s'il y a une entreprise, mais s'il y a un jour, on ne sait jamais, une entreprise qui regarde, déjà c'est bien parce que nous, on est aussi des entrepreneurs. Et c'est nous les faire d'ailleurs, soit les changements que tu veux voir. Soit les changements que tu veux voir, c'est très bien. À savoir qu'une femme qui a un enfant,
c'est une femme déjà du point de vue de l'organisation. C'est un bon manager. C'est un bon manager. C'est le meilleur project manager. Voilà, c'est vraiment un bon manager, c'est un bon gestionnaire. C'est une très bonne gestionnaire. Cette femme-là a besoin d'être accompagnée parce qu'elle vient de vivre quelque chose. Elle vient de vivre un bouleversement. Elle a besoin d'être accompagnée pour sortir le meilleur d'elle-même. Vraiment, c'est pas un handicap. Non, au contraire. C'est pas un handicap. Souvent, nous les femmes, moi je sais que quand j'ai accouché, j'ai eu le réflexe de me dire qu'en fait, je dois cacher tout ce qui peut montrer que je suis maman. En fait, pendant quelques temps, j'ai voulu cacher. Je ne voulais même pas qu'on me parle. Alors, Laurine, comment va ton enfant? Pour moi, c'était un sujet tabou. Je ne voulais même pas qu'on me parle de ça. Je voulais vraiment montrer que je suis rentrée, que je suis revenue en entreprise et que tout va bien, que je suis opérationnelle. Mais en fait, ça te rattrape. Ça te rattrape. Accepte. Tu es maman, tu viens d'avoir un enfant, tu es fragile. Moi, je pense qu'on devrait même le revendiquer. On est fragile, on vient d'avoir un enfant. Pour l'instant, je ne vais pas être opérationnelle comme je l'ai été avant, mais ça ne change pas que je suis efficace. J'ai besoin d'être accompagnée et si l'entreprise nous accompagne, franchement, on est efficace. On est vraiment efficace parce qu'on ne perd plus le temps. Nos heures sont calculées, donc on est efficace. C'est efficace pour rentrer à la maison, pour commencer notre deuxième journée. Donc Alors là-dessus, et c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est justement effectivement ce que je viens de dire. Et je pense qu'il faut peut-être arrêter d'attendre que les entreprises qui sont traditionnelles, conservatrices et qu'on connaît fassent les changements. Je suis désolée. Moi, je pense qu'une des choses, une des démarches justement d'avoir une chaîne YouTube, de discuter ouvertement sur ce sujet sur les réseaux sociaux, c'est devenons nous-mêmes, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons changer les choses, les changements que j'ai envie de voir. Et donc, comment tu fais ça? Et comment tu fais ça justement en discutant ouvertement. Chose qu'on est en train de faire, ça c'est un petit gramme, peut-être quelqu'un justement verra cette discussion et aura envie aussi de partager son expérience. Et plus on partage son expérience, une expérience réelle, mieux justement on pourra aider justement et être un peu cette village qui va accompagner la prochaine femme justement qui se trouve tout seul avec son bébé à la maison sans savoir exactement quoi faire. Donc et ça c'est le premier changement. Parlons ouvertement, communiquons sur les sujets, soignons les changements justement. Et même s'il y a des mamans qui regardent ces lives et qui se rendent compte et qui sont dans cette situation, n'aie pas avoir peur à envoyer un message et on se connecte un jour, soit dans la chaîne de Laurine, soit ici, et on en discute du sujet. Et on en parle ouvertement et on commence justement peut-être avec notre petit grain de sel à accompagner les autres femmes à se sentir moins seules. Deuxième chose, et moi je trouve, et ça peut choquer beaucoup de monde, qu'une femme peut tout être. Une femme peut être modèle, mannequin, femme, épouse, mère, entrepreneur, super professionnelle, gagner plus qu'un homme. Une femme peut tout faire. Arrêtons de nous mettre nous-mêmes des bâtons dans la roue et arrêtons d'écouter ce que la société nous dit quand ils nous disent non, il faut choisir, il faut te mettre dans une caisse. Parce qu'en fait, non, tu ne peux pas avoir un chef Instagram et être chef d'entreprise. Je suis désolée, je peux tout faire en fait. Et de se aligner avec les gens qui comprendront ça et qui seront justement dans mon alignement. Et ceux qui ne sont pas dans mon alignement, bah, je suis désolée, vous n'avez pas compris ma démarche. Peut-être quelqu'un d'autre répondra justement à votre envie, à votre démarche et à votre attente. En tout cas, c'est là où j'ai dit il faut se poser fermement. Et c'est là, oui, le deuxième point, c'est il faut commencer à faire des entreprises. Et on parle aujourd'hui aux femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes deux entrepreneurs à faire ces changements. Si vous êtes maman, vous avez une belle expérience professionnelle, vous avez envie d'entreprendre, bah, soyez vous-même ces changements. Donnez-vous et donnez aux autres femmes l'opportunité justement de peut-être créer une entreprise qui soit différente au niveau social, qui intègre la maternité et qui intègre les enfants au centre de l'entreprise. Beaucoup de femmes qui entreprennent ont envie d'entreprendre de la manière dont tout le monde entreprend et surtout en fait, les femmes ont besoin... Beaucoup, ça c'est un très bon point. Non, mais c'est ça. Tu sais, la plupart des femmes qui entreprennent, tu sais, quand j'étais en train de... Il y a une maman qui m'a fait une réflexion qui n'est pas mauvaise. Elle m'a dit, Laurine, tu vas embaucher cette femme-là. Elle a quel âge? J'ai dit, bah, elle a 26 ans. Elle m'a dit,
réfléchi de même temps enceinte. Oui, voilà. Et donc, Tu vois, on est, en fait, et on continue, en fait, comme les hommes, on réfléchit. Et on alimente cette société et on alimente, et nous-mêmes, en fait, devenons vraiment amis avec notre genre. Et donc, et quand j'ai dit ça, j'ai dit, oh, vraiment, là, je me suis rendu compte, et moi, j'ai dit, vraiment, ouvertement aujourd'hui, si ça choque quelqu'un, je suis désolée, c'est pas mon intention, j'ai oublié tout simplement d'exprimer mon point de vue. Moi, je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle j'ai créé une société pour les femmes, et je voulais justement que ça se fait par des femmes, mais je me suis entourée qu'avec des hommes. Et là, je me suis dit, Dana, c'est une erreur. Tu fais une société pour les femmes, les seules personnes qui peuvent vraiment te donner un alignement et qui va vraiment te donner une vision féminine à toutes les âges des femmes, c'est les femmes. En fait, je suis en train de construire une société qui est vraiment une initiative pour aider les femmes à devenir à nouveau sur les marchés professionnels, mais là, j'ai décidé de les faire justement avec les femmes, justement de comprendre ces besoins et surtout intégrer dans cette société et dans ce modèle économique la maternité, mais surtout les enfants. Moi, j'ai envie qu'une maman travaille à côté de son fils ou de sa fille ou de ses enfants et que les enfants soient les bienvenus dans l'entreprise, parce que je considère que c'est comme ça qu'on peut changer les choses, c'est comme ça qu'on peut changer le monde. Donc, c'est justement pour ça que je vous dis, première chose, parlons ouvertement sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas seul. Et si vous avez votre expérience est la bienvenue. Construisons justement ces villages justement pour les prochaines générations. Et deuxième chose, soyons les changements que nous voulons dans le monde. Et donc, si nous sommes des femmes et nous voulons entreprendre, et vraiment réfléchissons à la manière d'accueillir et aider la maternité et ces femmes justement qui deviennent mères au centre de l'entreprise et accueillir aussi les enfants. Arrêtons de donner les enfants à la société, au gouvernement, à l'école. Ce n'est pas la maîtresse d'élever l'enfant, c'est à nous. Mais nous, pour le moment, nous n'avons pas le choix. Pour le moment, si nous voulons travailler et nous voulons gagner notre vie, il faut les laisser à l'école. Je ne dis pas qu'il faut déscolariser ces enfants. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est acceptons aussi qu'il y aura parfois des enfants au centre de l'entreprise. Je trouve que c'est hyper important. Et comme je vous disais, une femme peut tout faire. Une femme, c'est la meilleure project manager que je connais. C'est la meilleure gestionnaire justement au niveau des projets, au niveau des horaires, au niveau des logistiques, au niveau des finances, au niveau de tout. De l'organisation. Aujourd'hui, par exemple, Dana, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Tout le monde n'est pas entrepreneuse. Il y a des femmes, une femme qui nous regarde, qui s'est dit, moi, je ne vais pas entreprendre, je vais travailler dans une entreprise. Justement, à cette femme-là, nous, par exemple, moi, mon attitude a été de masquer ce que j'étais. Je me rappelle à chaque fois, mon père me disait, ne t'inquiète pas. Mon père me disait, à chaque fois que j'étais dans l'entreprise et que je craquais et tout, mon père me disait, non, Laurine, reste ce que tu as. Et les autres vont s'adapter à toi. N'essaye pas d'échanger parce que les problèmes ne viennent pas de toi. Tu es une femme, tu dois avoir un enfant. Et si les autres n'acceptent pas, pensent que tu n'es plus compétente parce que tu as eu un enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas remettre cet enfant dans ton Non, exactement. L'enfant, il est déjà là. Donc, c'est aux autres de s'adapter. Et c'est ça que je peux dire. Soyons à l'aise avec les sons, à laisser les autres s'adapter à nous. À une femme qui est en entreprise, impose-toi. Exactement. Impose-toi. Beaucoup de femmes n'ont pas le choix actuellement. Et ça c'est aussi une vérité. Beaucoup de femmes n'ont pas le choix justement de s'imposer actuellement en entreprise. Mais c'est pour ça justement que j'ai dit à quel point c'est important, c'est indispensable de parler ouvertement. Et surtout si on entreprend justement de femme à femme, laisser en fait la possibilité de faire des entreprises où cette dimension est accueillie. Dana, là on est en train de parler sincèrement, donc on va parler sincèrement d'un point qui me vient en esprit. Tu sais, la dernière fois qu'on a commencé à discuter de ces sujets, justement tu m'as dit, Laurine, je vais créer mon entreprise, mais je me rends compte que dans mon entreprise, je suis entourée que des hommes, alors que c'est une entreprise dédiée aux femmes. Et je t'ai dit, pourquoi? Et tu m'as dit, parce que je trouve aussi que travailler avec les femmes, ce n'est pas facile. C'est la première, je suis la première à le dire. J'essaie de travailler 2 fois en entreprise qu'avec des femmes. Et
bienvenue les problèmes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on est devenu dans un monde compétitif professionnellement. Et donc, on commence justement, parfois les femmes, et je le fais aussi, et honnêtement, aucun jugement ici, je le fais moi-même, on devient trop dans son côté masculin, parce qu'on a justement envie de réussir en société et réussir en entreprise. Et la plupart du temps, pour réussir en entreprise, étant donné que c'est des entreprises masculines, c'est qu'on devient justement, on exacerbe ce côté masculin. Je l'ai fait. Et on efface en nous tout ce qui est féminin. En fait, Exactement. on considère que ce qui est féminin en nous ne nous sert pas en entreprise. Surtout nous affaiblit. Exactement. Exactement. Et c'est là justement où je disais comment ma vision elle a changé et comment je me suis dit en fait je ne peux pas être hypocrite avec moi-même et me mentir à moi-même et me dire en fait je suis en train de faire une société pour les femmes mais je m'entoure que des hommes. C'est complètement incohérent si tu veux. Et c'est là justement où ma démarche elle a changé. Et c'est là où je me suis dit en fait il faut plus de femmes qui travaillent avec moi et quitte à beaucoup d'entre elles devoir les former et ça va être beaucoup plus compliqué mais c'est important aussi de se donner, mais donner la chance à moi et les moyens et donner aussi l'opportunité à ces femmes justement de m'accompagner dans ces procès. Une création d'entreprise, surtout une entreprise comme celle que j'ai envie de créer, n'est pas facile. C'est quelque chose qui va se faire lentement dans le temps et on a énormément de steps à réaliser à chaque niveau, donc à chaque étape qui va dépasser. Mais ma démarche actuellement, et c'est pour ça justement que j'ai fait un appel aux femmes justement qui entreprennent ou les femmes justement qui n'ont pas envie d'entreprendre mais qui ont envie justement de ce changement, de se joindre à nous, c'est d'accepter sa féminité, sa part de féminité et accepter que ça peut être très intéressant aussi en entreprise et c'est quelque chose qui a énormément de valeurs et qu'on a tendance à oublier. Et c'est quelque chose que nous devons accepter. La maternité, les enfants au sein de l'entreprise et laisser venir justement cette féminité, cueillir cette féminité et s'exprimer avec cette féminité. Et en fait, la créativité d'une femme n'a pas de limite. Et je pense aussi, si je peux me permettre, je pense aussi que le fait de cacher notre féminité parce qu'on s'est dit que ça nous alourdit, que ça nous dessert, je pense qu'en fait, on se trompe. Je me suis rendu compte avec le temps qu'on se trompe. À chaque fois que j'ai craqué et que j'appelais mon père me disait non, ne change pas, reste comme tu es. Et je me suis rendu compte que c'est vrai parce que souvent dans mon milieu, quand il y avait des femmes qui venaient, elles étaient déguisées, elles étaient comme des hommes. Elles s'habillaient comme des hommes et tout. Et moi, je suis restée. Au début, je commençais à changer, mais je suis revenue, je suis restée. Je venais en talons, je m'habillais comme une femme. Et je pense que les hommes ont besoin de ça. Et au fait, ça apporte quelque chose. Et nous, les femmes, en fait, on se trompe. Je me suis rendu compte qu'on se trompe. Reste comme tu es. Oui. Impose-toi comme tu es. Et les autres vont t'accepter comme tu es. Donc, nous, ça fait 1 heure qu'on en parle. Donc, on va arrêter le live ici. On va refaire un autre si vous avez laissé ici. Mais en tout cas, moi, j'aimerais qu'on retienne 3 choses très, très importantes aujourd'hui, justement, avec Laurine. Et je pense que Laurine sera d'accord avec moi, avec ces 3 points. C'est d'abord être à l'aise en étant mal à l'aise, en sachant qu'on ne va pas plaire à tout le monde, mais en s'aimant soi-même, en se reconnaissant ses besoins, en acceptant aussi là où on est justement pour mieux changer sa vie. Donc ça, pour moi, c'est vraiment self-love et respect par soi-même. Donc on ne peut pas donner l'amour qu'on n'a pas nous-mêmes. Donc apprenons à nous aimer, à nous respecter et à nous accepter nous-mêmes pour ensuite essayer de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Deuxième point, c'est soyons les changements que nous voulons voir dans le monde. Nous sommes des femmes, nous sommes capables et nous pouvons tout faire. On n'a pas à nous soumettre dans des caisses. Justement, cet amour propre et ce respect propre va nous aider justement à mieux réaliser ça. À mieux justement être les changements que nous avons envie de voir dans le monde. Ça vient de nous. C'est chacun en apportant sa petite graine qui fera vraiment un changement au niveau global. Et troisième chose, n'ayons pas peur de partager nos expériences. N'ayons pas peur de notre féminité. N'ayons pas peur de parler ouvertement de ces sujets ici sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes maman et vous êtes tout seul avec un bébé, vous ne savez pas quoi faire, vous paniquez à 3 heures du matin, communiquez. Et vous n'êtes pas tout seul. Moi, j'étais tout seul, Laurine était tout seul. On n'a plus envie de voir des femmes tout seules. Vraiment, commençons ouvertement à parler de ces sujets. Donc, j'espère que vous avez aimé ces sujets de discussion et
dites-nous et si vous pensez en fait avoir des autres sujets dont vous voulez partager. Et on sera ravis avec Laurine de refaire ça un jour. Moi, j'adore discuter avec elle. On peut parler des soeurs et des soeurs et tout ça. Mais en tout cas, on va s'arrêter aujourd'hui pour ici. Et on vous fait plein de bisous. Bisous. Et voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai une chaîne YouTube. S'il vous plaît, allez le Dana voir. va le mettre. Je ne sais pas si tu peux l'accrocher quelque part. N'hésitez Ouais, pas. je mettrai. Je mettrai à au- vous abonner. Je pense qu'on va faire, on va en faire ici. On va en faire aussi sur sa chaîne à ma Laurine. chaîne. Donc vous allez me voir sûrement dans la chaîne de Laurine de temps en temps. Mais on vous fait plein de bisous. Passez une super journée. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye.